Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire, un convoi humanitaire vers les régions en crise du Cameroun. Des camions chargés de dons en faveur des populations déplacées ont été envoyés par le président Paul Biya et son épouse. 16 000 familles vont en bénéficier. Le président équato-guinéen Teodoro Obiang Basogo en visite en Côte d'Ivoire avec son homologue, le président ivoirien Alassane Ouattara. Il a été question de la coopération bilatérale entre les deux pays, mais également de l'affaire Guillaume Soro et du franc CFA. Et la première édition du festival Afro Sapiens avait lieu au musée des civilisations noires du Sénégal. L'initiateur, l'artiste Mike Silla, entend faire de l'événement un sanctuaire de la culture africaine. Ce sont plus de 100 camions chargés de vivres, de kits sanitaires et de matériel de couchage qui ont fait route vers les régions en crise du Cameroun. Un convoi à l'initiative du couple présidentiel, le président Paul Biya et son épouse. L'opération entre dans le cadre du plan d'assistance humanitaire d'urgence en faveur notamment des déplacés. Nelly Claude Bessa. Un important convoi humanitaire constitué de 100 camions chargés de denrées alimentaires, de kits sanitaires et de matériel de couchage est parti de Yaoundé ce 28 décembre à destination des deux régions du nord-ouest et du sud-ouest secouées par la crise anglophone. Ce geste du chef de l'État Paul Biya et de son épouse est devenu traditionnel en faveur des déplacés internes affectés depuis le déclenchement en 2016 de cette crise qui sévit dans ces régions du Cameroun. Il y a donc 3 départs. Il y a donc, je crois, 40 camions au départ de Yaoundé. Il y a 35 camions au départ de Douala et je crois qu'il y a 20 camions au départ de Bakoucha. Donc nous devons faire un convoi, c'est environ, il y a 100. Et c'est pour les régions du nord-ouest et du sud-ouest à l'occasion de fêtes de fin d'année. Alors nous demandons aux partenaires que les opérations d'assistance aux déplacés internes des régions du nord-ouest et du sud-ouest doivent se dérouler de manière transparente. Quand ces denrées alimentaires, les kits sanitaires, le matériel de couchage, quand ça va arriver, les bénéficiaires vont les recevoir publiquement. D'après les prévisions du gouvernement camerounais, cet important appui humanitaire bénéficiera aux 152 000 déplacés internes dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Depuis le lancement en juin 2018 du plan d'assistance humanitaire d'urgence, le gouvernement a déjà accordé assistance à plus de 160 000 déplacés internes dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest et à plus de 10 000 déplacés internes dans les régions de l'ouest, du centre et du littoral, enregistrant ainsi à son actif plus de 103 descentes sur le terrain. Son Excellence président Paul Biya a mis, n'est-ce pas, nos paquets pour la gestion des déplacés internes dans les deux régions. Et c'est pour, d'ailleurs, pour le président Paul Biya pense que nous sommes déjà au terme du processus. Voilà pourquoi il pense plutôt au développement. Comment les déplacés internes peuvent s'auto-gérer. Donc c'est un autre programme que le chef d'État est en train de mettre en place. Et depuis 6 mois, nous travaillons déjà sur la deuxième phase. Parce que l'action humanitaire, c'est l'assistance aux déplacés internes. À travers le plan d'assistance humanitaire d'urgence et son exécution sur le terrain par le ministère de l'administration territoriale, le chef de l'État multiplie les actions et stratégies favorables au retour à la paix et à l'assistance des déplacés internes des régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Et en Guinée-Bissau, le second tour de l'élection présidentielle avait lieu ce dimanche. Il opposait Domingo Simoes Pereira Umaru Sissoko Embalo. Quelques 700 000 électeurs étaient appelés aux urnes. À Bissau, la capitale, comme dans le reste du pays, le vote s'est déroulé dans le calme. Aucun incident majeur n'a été signalé selon la Commission nationale électorale. La CEDEAO a envoyé 60 observateurs à ce scrutin. Les candidats, tous deux anciens premiers ministres, ont promis de redresser l'économie et de mettre fin au cycle de putsch et de coups d'État que connaît le pays depuis son indépendance en 1974. Le président ivoirien Alassane Ouattara recevait ce samedi son homologue équato-guinéen, le président Teodoro Obiang Basogo. Les chefs d'État ont évoqué la coopération bilatérale entre leurs deux pays, l'affaire Guillaume Soro qui fait la une de l'actualité ivoirienne, mais également le franc CFA. Sur cette question, le président équato-guinéen s'est dit en faveur d'une réforme du franc CFA en zone CEMAC, le franc CFA qu'il juge
obsolètes. Reportage de notre correspondant Olivier Tchakota. En Côte d'Ivoire, lors d'une visite d'amitié et de travail effectuée ce 28 décembre 2019 à Abidjan par le président équato-guinéen Obiang Nguema chez son homologue ivoirien Alassane Ouattara, l'affaire Guillaume Soro était à l'ordre du jour. En effet, l'ancien président de l'Assemblée nationale est sous le coup d'un mandat d'arrêt international émis par la justice ivoirienne le 23 décembre 2019. Et le président Ouattara a donné sa lecture de la situation. Nul ne sera autorisé à déstabiliser la Côte d'Ivoire, à perturber la quiétude des Ivoiriens. Le droit sera appliqué à tous, candidats ou pas. Et les candidatures ne sont pas encore ouvertes par la commission électorale indépendante. Et même si c'était le cas, nul n'est au-dessus de la loi. La réforme du franc CFA qui deviendra l'écho en juillet 2020 et qui ne concerne pas encore la zone Afrique centrale a été également abordée par les deux chefs d'État. Aujourd'hui, nous pensons que nous sommes capables pour gérer notre monnaie sans l'implication de la France. Mais c'est-à-dire, on va travailler toujours avec la France comme un pays partenaire. En rappel, cette visite du président Obiang Nguema intervient dans un contexte préélectoral tendu en Côte d'Ivoire. La présidentielle de 2020 est prévue pour le 31 octobre. Au Congo, la prochaine élection présidentielle doit se tenir en 2021. L'opposition estime que les conditions ne sont pas réunies pour la tenue de l'élection à cette date. L'Union panafricaine pour la démocratie sociale, UPADS, propose une transition et un scrutin en 2023, mais sans la participation du président Denis Sassou Nguesso. Reportage de notre correspondant Deva Panzou. Le chef de file de l'opposition congolaise sollicite la prorogation du mandat du président de la République, Denis Sassou Nguesso, de 2 ans jusqu'en 2023. Objectif, améliorer la gouvernance électorale en vue de l'organisation des élections générales, crédibles auxquelles ne pourra se présenter l'actuel chef de l'État. Si un consensus national pouvait aboutir au report de l'élection présidentielle à une date qui permettrait de régler en profondeur la question de la gouvernance électorale, pourquoi on ne s'y engagerait pas ? Ce qui aurait pour conséquence la prorogation du mandat du président de la République, avec tous les pouvoirs constitutionnels qui s'y rattachent, et avec interdiction pour lui de se présenter à la prochaine élection présidentielle. Si la démarche de l'opposition est approuvée, celle-ci pourrait conduire notamment à la mise en place d'un gouvernement d'union nationale chargé de préparer cette élection majeure et d'exécuter le programme avec le Fonds monétaire international. Le retour des exilés politiques, l'organisation groupée de toutes les élections découlerait aussi de ce compromis. Je ne peux pas m'aventurer à répondre au camarade Tsatsi Mabiala, mais je peux simplement dire qu'ils sont constants. Souvenez-vous qu'en 1997, ils n'étaient pas prêts pour aller à l'élection présidentielle et ils avaient sollicité la prorogation du mandat présidentiel. S'ils veulent nous communiquer le même syndrome, mais nous ne pensons pas à ce stade-ci. Voilà, il y a des gens, qu'ils soient à l'opposition, qu'ils soient aux affaires, ils ne sont jamais prêts pour les élections. Et c'est pour cette raison qu'à chaque échéance électorale, vous les entendez crier à la fraude. C'est simplement parce qu'ils ne sont jamais prêts. L'introduction de la biométrie, la restructuration de la Commission nationale électorale indépendante, le découpage électoral, l'application des décisions découlant de la concertation de Ouesso, notamment le plafonnement des frais de campagne électorale, pourraient renforcer la fiabilité du corps électoral selon l'opposition. La présidentielle devrait avoir lieu en 2021 conformément à la constitution congolaise qui fixe la durée du mandat à 5 ans. Et le Congo qui fait toujours face au paradoxe pétrolier, des records de production pétrolière et pourtant une crise économique qui se poursuit en cause la chute des cours du brut depuis 2014. Résultat, à Pointe-Noire, poumon économique du pays, les entreprises locales subissent de plein fouet les effets de la crise. Philomène Tine.
Alors que les pétroliers battent des records de production avec 350 000 barils de pétrole par jour, grâce à l'exploitation de nouveaux gisements, l'économie congolaise résiste toujours mal à la chute des cours de l'or noir amorcée en 2014. La mauvaise gestion des finances de l'État et la répartition quasi nulle des richesses du pays rendent le Congo plus fragile. S'il y a une volonté sur le point de la gouvernance, sur le point de l'optimisation des recettes, les pays peuvent rentabiliser ce secteur. Les recettes pétrolières doivent être des recettes publiques. Les prix de vente du pétrole ne doivent plus jamais être anticipés. En 2018, l'économie congolaise a repris une trajectoire positive avec une croissance du produit intérieur brut réel d'environ 1,6% selon la Banque mondiale. Néanmoins, le secteur non pétrolier continue de baisser. L'endettement du pays demeure insoutenable. La meilleure réforme serait celle qui, au point de vue de l'Assemblée, affecterait directement un pourcentage des recettes pétrolières à l'éducation, à la santé et à tout ce qui concerne les infrastructures routières. Et qu'il y ait une transparence en matière de gestion. Ceci permettrait au pays de bénéficier de façon optimale de la rente pétrolière. Selon plusieurs experts, le gouvernement congolais devrait améliorer sa gouvernance, renforcer le capital humain et diversifier l'économie pour attirer davantage d'investisseurs privés. Rappelons que le taux d'extrême pauvreté semble avoir augmenté au Congo à partir de 2016, surtout en milieu rural. Et cette performance du port autonome de Cotonou au Bénin, le port qui a enregistré un trafic de 11 millions de tonnes de marchandises en 2019, un résultat en progression de 15% par rapport à l'année précédente. Le port autonome de Cotonou qui est entré dans une phase de modernisation de sa gestion. Philomène Tine. Environ 11 millions de tonnes de marchandises devraient être enregistrées par le port autonome de Cotonou au Bénin, un trafic global cumulé d'import-export au cours de l'année 2019. Cette embellie serait tributaire à la mise en œuvre de la gestion déléguée de l'instrument portuaire, un projet engagé par le président béninois Patrice Talon. Ce port de transit de 300 hectares contribue à plus de 60% au produit intérieur brut et mobilise plus de 90% des ressources intérieures au Bénin. Le port de Cotonou, tout comme les autres ports tout au long du golfe de Guinée, constitue des points d'entrée. Il faut observer que lorsqu'on passe à une privatisation, on observe un gain en termes de temps avec notamment ce qu'on appelle aujourd'hui le guichet unique. Ça a permis d'attirer de nouveaux investissements, notamment en matière de manutention, et ce qui a permis d'observer aujourd'hui une augmentation du trafic. Le port autonome de Cotonou a fait un résultat net de 1,4 milliard de francs CFA en 2018. Le gouvernement ambitionne moderniser les infrastructures et l'organisation du port afin de le rendre plus attractif. Un projet qui nécessite un investissement d'environ 700 milliards de francs CFA. La fermeture de la frontière avec le Nigeria va porter un coup dur à ce trafic, en ce sens que les produits qui transitaient par le Bénin vers le Nigeria vont voir leur volume baisser. Dans un contexte de libéralisation des échanges du continent africain, il faut des mesures pour que le Nigeria et le Bénin s'entendent sur l'essentiel. En outre, la décision du gouvernement béninois de confier la gestion du port de Cotonou à un mandataire privé a suscité des contestations de la part de certains observateurs. Cette mesure constitue un désengagement de l'État du secteur productif selon le gouvernement béninois. Le musée des civilisations noires du Sénégal a un an. À cette occasion, le musée accueillait la première édition du festival Afro Sapiens, un festival à l'initiative de l'artiste Mike Silla qui souhaite mettre en lumière à travers cet événement les pratiques culturelles et artistiques de l'Afrique. Reportage de notre correspondant El Adjaï. Le musée des civilisations noires du Sénégal a accueilli ce vendredi 27 décembre la première édition du festival Afro Sapiens, un festival pluridisciplinaire composé entre autres d'art visuel, l'art nègre, l'artisanat, le cinéma, la culture urbaine, la littérature ou encore la mode. Pour Mike Silla, artiste aux multiples influences, l'objectif de ce festival consiste en premier lieu à rendre visible et valoriser des pratiques artistiques et culturelles de l'Afrique,
mais aussi par la même occasion offrir au plus grand nombre une transmission, une exploration du savoir et des références afin de mieux nous projeter dans une Afrique unifiée et ouverte vers le monde. L'Afrique a été toujours là, nourricière de beaucoup de bonnes choses pour l'humanité. Et l'Afro-Sapiens est là pour remontrer, pour redynamiser, pour le mettre aussi dans une tonalité, comme je disais tout à l'heure, complètement contemporain. Et j'ai envie de montrer que l'Afrique est sur une voie productive, constructive. L'agenda du festival était marqué par un Free Market Dakar et un forum du digital africain. L'idée surtout de ce natif de la Médina est de rendre attrayant le continent africain. Il faut que l'Afrique aille vite, il faut qu'on gagne du temps. Le digital peut nous le permettre, nous donne cette chance-là, il faut le saisir, mais il faut garder aussi le côté, c'est pour ça qu'on fait le festival acoustiqueur, c'est de montrer que la musique, elle peut être digitale, mais elle peut être aussi jouée d'une certaine façon avec des instruments semi-traditionnels. Le styliste sénégalais Mike Silla, créateur de la marque Baifal Dream, est présenté comme une figure de l'activisme culturel de la fin des années 80 à nos jours. Il met en valeur de façon démarquée sa matière de prédilection, le cuir anobli en art porté. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.